Ce qui amène à une grande dame, elle-même historienne des femmes et du mouvement ouvrier. Je parle évidemment de Michel Perrault, que vous connaissez tous, professeur émérite à l'Université de Paris 7, spécialiste de l'histoire ouvrière et de l'histoire des femmes, comme je l'ai dit. Vous êtes là à 1000 titres, mais l'un principal, c'est d'être vous-même une des auteurs du Métron. J'ai amené là la notice d'une historienne qui se disait, quand on la disait féministe, vous le rappelez, disait on ne dissocie pas ça de la question sociale, qui nous a quittés l'année passée, qui est Rolande Trempé, grande figure, grande résistante, grande historienne du mouvement ouvrier et les mineurs de Carmaux et de la résistance, et notamment de ces femmes de la résistance oubliées par l'histoire un peu dominante de la résistance, masculine, machiste. Vous concluez cette notice en parlant de cette rebelle généreuse, joyeuse, ouverte, dépourvue de tout préjugé, engagée sans emphase, critique sans acrimonie, pionnière et prise de liberté dont le rire fraternel traverse notre temps. C'est tout à fait, là encore, métronien. Mais il y a un autre titre, c'est que vous êtes la première, Michel Perrault, à avoir célébré le Métron dans le dernier tome des Lieux de mémoire, un article qui s'intitule « Les vies ouvrières », dans le dernier tome qui est autour de Les France. C'était en 1992 et au fond peut-être allez vous nous éclairer sur le contexte de ce que vous avez dit, qui a fait débat et qui a été à la fois reconnu comme un hommage et comme une interrogation toujours sur l'actualité de cette œuvre et de sa suite. 92, je rappelle, c'est 1 an après la fin de l'Union soviétique, c'est 3 ans après la chute du mur de Berlin. La première phrase, « Dans la France d'aujourd'hui, le monde ouvrier s'efface sans laisser beaucoup de traces. » Et alors après avoir dit combien le Métron, c'est contre le culte de la personnalité, contre le monopole de Paris, contre les prétentions de la géographie, la chute de ces bribes de vie éparses, de ces milliers de voix discordantes, le dictionnaire compose une symphonie qui se voudrait un nouveau monde. Requiem sans doute, mais comme tel, prélude au jugement dernier qui à la fin des temps dira la vérité des choses. Panthéon, mausolée, arc de triomphe, le dictionnaire est de tous les lieux de la mémoire ouvrière le plus achevé, le plus ambitieux et peut-être l'ultime. Comme nous sommes, et nous en parlerons tout à l'heure, à l'orée de la suite du dictionnaire et de son présent, à vous de nous dire s'il y a un présent de ce passé. Merci beaucoup. Je suis très, très ému d'être là. Vous ne m'entendez pas ? Je suis très ému d'être là. Vous m'entendez cette fois ? Oui. Oui. Parce que Jean Métron, ici, dans le grand amphi de la Sorbonne, dans les années 1950-1960, dont je vais vous parler, vous décevant un petit peu en remontant un peu plus en arrière, c'était inconcevable. C'était tout à fait inconcevable, on n'y pensait pas, à la vérité, ce n'était pas possible. Et de ce point de vue-là, il y a une quête légitime de légitimité. Vous évoquiez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on est ici. C'est assez normal, en définitive, que de chercher une légitimité et de la concevoir aujourd'hui. Quand nous avons terminé et publié l'histoire des femmes en Occident en 1991-92, on nous a proposé, on n'y pensait pas nous-mêmes, à faire une grande séance à la Sorbonne, ici, dans le grand amphi. Et en définitive, nous avons accepté, parce que nous, c'est-à-dire l'équipe des auteurs, je ne peux pas énumérer, avec Georges Duby bien sûr, et c'était tout à fait extraordinaire. On avait l'impression, en effet, d'une espèce de reconnaissance, enfin, d'une histoire des femmes qui était restée dans le silence. Par conséquent, pour Jean Métron aussi, je pense que c'est légitime que nous soyons là pour lui aujourd'hui. Et je dirais que c'est une formidable revanche.
Une revanche parce que le Jean Métron, à la Sorbonne des années 55-60, au moment où je l'ai connu, vous savez, c'était difficile. Il était l'instituteur, hein, et comme tel, dans une Sorbonne qui restait au fond arrogante, hein, et pour laquelle, sans agrégation, on n'existe pas. Il était difficile pour lui de trouver sa place, et s'il l'a trouvé, il le doit notamment à Pierre Renouvin d'un côté et Ernest Labrousse de l'autre, les deux. Les deux ont joué un rôle important, et aussi à la sympathie qui très rapidement a entouré Jean Métron et qui en quelque sorte le portait. Donc c'est une belle revanche qu'on parle aujourd'hui ici de lui, et c'est aussi une revanche pour l'objet qu'il portait et qu'il a développé, et que nous célébrons aujourd'hui, le dictionnaire. C'est une belle revanche parce que j'étais à cette époque, entre 61 et 67, très exactement, j'étais l'assistante de Labrousse. Et Labrousse soutenait Métron, hein, et soutenait son projet, mais avec une certaine inquiétude. Et je me le revois, nous avions des séances de travail tous les lundis, lui à son bureau et moi au mien, on parle du dictionnaire de Métron, je lui dis c'est formidable, enfin c'est... Alors il me dit oui, mais à quoi ça sert tout ça? C'est pas... Parce que pour lui, les vies, les notices de vie comme ça, pour lui qui pensait en termes d'ensemble, structure, conjoncture, hein, les deux grands mots de Labrousse, c'était ça, structure, conjoncture, donc des ensembles. Alors, les vies obscures, les notices de quelques lignes, dans son projet à lui, Labrousse, il ne voyait pas très bien ce qu'il pouvait en faire. Mais ceci dit, il a eu l'honnêteté, je crois, la générosité aussi, de toujours soutenir l'entreprise de Métron. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais essayer de ne pas être trop long, moi non plus, hein. Et au fond, je voudrais évoquer deux choses. D'une part, mon itinéraire qui en lui-même n'a pas grand intérêt, mais comme témoignage, si vous voulez, de la Sorbonne de ces années-là, qui a été aussi celle de Métron. Et puis ensuite, notre rencontre avec Métron, qui est quand même une histoire aussi bien intéressante, à mon avis. Bon, alors, la Sorbonne des années 50, pour aller vite. Il y avait dans cette Sorbonne des années 50 une extraordinaire liberté que j'ai adorée, n'est-ce pas? Il n'y avait aucun contrôle, il n'y avait pas de travaux dirigés, on allait suivre les cours et on n'allait pas les suivre, il y avait des examens en fin d'année et puis c'est tout. Hein. Et la bibliothèque, et les bibliothèques, c'était merveilleux, et il y avait des cours formidables. Et il y avait deux grands maîtres, Renouvin, qui est passionnant, et Ernest Labrousse. Et Ernest Labrousse, lui, c'était l'histoire économique et sociale. Histoire économique et sociale qui aujourd'hui est relativement démodée, hein, il faut bien le dire, mais qui à l'époque était vraiment up-to-date, c'était la modernité. Labrousse, d'ailleurs, était lié aux Annales. Il faisait partie du comité de rédaction des Annales. Et dans l'université très peu annale, hein, de cette époque-là, c'était tout à fait important et considérable. Il faut ajouter que Labrousse avait pris la succession de Marc Bloch. Marc Bloch avait fondé à la Sorbonne un institut d'histoire économique et sociale. Vous savez que Marc Bloch a été fusillé en 1944 par la milice, hein, et on était donc avec Labrousse, moi son assistante bien timide, bien modeste, dans le lieu de Marc Bloch. Et je dois vous dire qu'il n'a pratiquement jamais été question de la mort de Marc Bloch dans cet institut. Et ça, je l'ai réalisé plus tard. On était dans l'institut de Marc Bloch et on ne parlait pas de Marc Bloch. C'est dire aussi quels furent nos aveuglements, les aveuglements de cette époque, et le désir de tourner les pages, au fond, et d'aller vers autre chose. Mais c'est scandaleux. Quand on y réfléchit, c'est scandaleux. L'histoire économique et sociale, c'était pour Labrousse et pour
naturellement tous ses disciples qui le suivaient avec ferveur, c'était quoi? C'était une histoire qui se voulait scientifique, c'est-à-dire sur le modèle des sciences, c'est-à-dire quantitative. L'histoire sera quantitative ou elle ne sera pas. La formule est de Leroy-Ladurie quelques années plus tard, et ça voulait dire qu'il fallait construire des séries de faits en allant dans les archives, mais il ne fallait pas une archive, il en fallait des centaines. Une des formules de Labrousse, qui adorait d'ailleurs les formules, c'était beaucoup de recherches, peu de résultats. On devait faire beaucoup de recherches et puis on devait aboutir au fond à un chiffre, un coefficient de corrélation, comme disait Labrousse, quelque chose qui permettait véritablement de donner à l'histoire son statut de science, et par conséquent de science pensée sur le modèle des scientifiques. C'était ça. Ça voulait dire aussi un modèle très ascétique. Il fallait beaucoup travailler, il ne fallait pas chercher la gloire, il ne fallait surtout pas publier des articles, il fallait tout réserver pour la thèse, et il fallait par conséquent faire son travail modeste comme ça, et sans du tout faire parler de soi. Alors ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, bien entendu, c'est l'économique au cœur de tout, l'économique comme facteur d'explication dominant, et le social comme non pas des acteurs isolés, un peu comme mettront les voiliers, mais comme des ensembles, comme des forces dont il fallait restituer un peu les contours, et pour essayer de montrer leur place dans l'histoire, et notamment dans les crises. Labrousse faisait des cours à la Sorbonne, magnifiques. Il y avait un cours notamment qui nous fascinait beaucoup, enfin moi en particulier, socialisme et mouvement ouvrier en France et en Grande-Bretagne dans la première moitié du 19e, et il était question de Saint-Simon, de Fourier, de Considérant, de Owen, enfin tous les grands noms de la pensée sociale du 19e siècle. C'était tout à fait passionnant, et Labrousse avait une espèce d'éloquence un peu parlementaire, car au fond il aurait peut-être aimé être député, c'est très très possible, mais qui nous plaisait. Enfin, ça rompait avec les cours beaucoup plus académiques tout de même des autres professeurs, et on écoutait ça avec beaucoup de plaisir. Alors, Labrousse voulait développer l'histoire ouvrière. Une de ses formules encore, la classe ouvrière a droit à son histoire bataille. C'est-à-dire que même les événements de la classe ouvrière, lui qui était conjoncture et structure, il admettait parfaitement que l'événement représentait quelque chose dans le mouvement ouvrier. Et par conséquent, il nous encourageait à travailler sur ces questions. Et quand, pour ma part, donc je passe sur mon itinéraire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, j'étais très attiré par cela. Il ne faut pas oublier la conjoncture sociale et politique de l'époque, la reconstruction, l'industrialisation, la classe ouvrière montante, victorieuse, qui travaillait, mais qui nous emmenait vers des lendemains glorieux. C'était tout ça, l'ambiance de l'époque. Et par conséquent, travailler à l'histoire de la classe ouvrière, c'était s'inscrire dans cette perspective-là. Quand j'ai été, printemps 49, lui demander de bien vouloir me prendre en diplôme, comme on disait à l'époque, il m'a dit oui, mademoiselle, bien sûr, mais sur quoi voulez-vous travailler? Alors je lui dis, monsieur, je voudrais travailler sur le féminisme. Il me regarde stupéfait. Et il faut dire que ma proposition était bizarre, parce que ce n'était pas tellement ce qui m'intéressait, mais le deuxième sexe venait de paraître, 49, et ça m'avait beaucoup frappé, et je crois que j'avais un petit peu envie de provoquer aussi. Alors, très gentiment, il a ri, et il m'a dit, non, mademoiselle, vous ne ferez pas carrière avec ça. Je vous propose autre chose. Et il m'a proposé un sujet sur les grèves sous la monarchie de Juillet, que j'ai accepté, ça me convenait très très bien, et voilà. Et c'est comme ça que je me suis embarqué dans l'histoire ouvrière, et plus tard,
en thèse de doctorat, j'ai pris les grèves de la Troisième République, mais je passe là-dessus. Par conséquent, voilà ce que représentait la brousse. Mais il avait un rayonnement formidable, hein, et on faisait la queue pour aller dans son bureau, pour avoir un mémoire, enfin, avoir une direction de diplôme. Les autres professeurs étaient un peu jaloux, je dois dire. Hein, et ça correspond à cette ambiance, je crois, de l'époque où, en effet, les étudiants étaient très attirés par le social, le progressisme, le communisme. Il y avait à la Sorbonne 2 groupes. Il y avait les étudiants catholiques et il y avait les étudiants communistes. Moi, j'étais de formation chrétienne. J'ai commencé par aller vers les étudiants catholiques. Mais je trouvais que les étudiants communistes étaient quand même autre chose. Hein. Et notamment, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus beaux. Hein. Ils ressemblaient tous à Gérard Philippe. Alors moi qui plus tard ai aimé Brigitte Bardot, mais ce n'était pas encore l'époque de Brigitte Bardot, j'étais évidemment très attiré par ces beaux jeunes gens. Bon, passons. Alors, donc l'histoire sociale, l'histoire économique et sociale, hein, la brousse et tout cet élan vers l'histoire ouvrière. Alors je voudrais maintenant vous parler, alors je vais passer sur les grèves et tout ça, je voudrais justement vous parler de ma rencontre avec Jean Métron. Eh bien, Jean Métron, la première fois que je l'ai rencontré, c'est en 1955. Hein. Je ne l'ai pas vraiment rencontré, je l'ai vu. Il était au Congrès des sciences historiques de Rome. À cette époque, nos professeurs, quand on voulait faire de la recherche, et la brousse notamment, nous poussaient beaucoup à aller vers ces instances publiques, en quelque sorte. Il y avait un côté militant. Hein, la brousse disait, mais il faut affirmer l'histoire économique et sociale dans les congrès de sciences historiques, parce que tous ces universitaires-là, ils ignorent l'histoire économique et sociale. Il faut y aller, il faut y aller. Et la brousse, Métron, lui, avait présenté une communication sur l'anarchisme, sa thèse, naturellement. Et je dois vous dire que ça avait quelque chose de totalement insolite. Totalement. Hein, dans ce congrès des sciences historiques de 1955, quelqu'un qui vient présenter une communication sur l'anarchisme, c'est un peu un ovni, c'est quelque chose d'incroyable. Donc j'admirais beaucoup cet homme, hein, je le revois avec sa femme, traversant une allée ensoleillée, et il portait une chemise noire. J'ai pas du tout compris pourquoi, n'est-ce pas ? Et c'était un peu la mode, c'est vrai, mais quand même, j'ai réalisé par la suite que le noir était la couleur de l'anarchie. Hein, et qu'il y avait peut-être aussi là une forme de provocation qui d'ailleurs à Rome était quand même très risquée. Hein, était quand même extrêmement risquée. Voilà ma première rencontre avec Jean Métron, avec lequel j'ai ensuite beaucoup travaillé à la Sorbonne, tout simplement. Puisque je suis devenu l'assistante de la brousse à partir de 1961, et que c'est le moment, justement, où Métron est en pleine fermentation, hein, pour le dictionnaire qu'il a en tête et qu'il commence en réalité. Et la première chose que nous ayons faite ensemble, ça a été un colloque sur le militant ouvrier au XIXe siècle. Et ce colloque, nous l'avons préparé ensemble, tous les deux, et lui, avec la perspective qu'il avait déjà du dictionnaire et dégageant les caractères du militant ouvrier, moi, plus modestement, en essayant, à la demande de la brousse d'ailleurs, de faire le point sur ce qu'étaient, d'une part, les sources, hein, pour travailler sur le mouvement ouvrier, et d'autre part, l'état des travaux existants en 1960, puisque le colloque a eu lieu en 1960. Alors ce colloque a eu lieu en 60, le voilà d'ailleurs, il est mince, vous voyez, assez mince, mais il a eu beaucoup de succès. Hein. Un succès, entendons-nous, restreint, vous savez, on n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui dans cet amphi, mais tout de même, c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Madeleine Robert-Hioux, de Roland Trempé, d'Annie Kriegel, etc., qui étaient toutes venues là, et bien d'autres, évidemment, et ça a donc été une espèce de cristallisation. Et ça a été une cristallisation parce que
Métron, auparavant, a publié une revue qui s'appelait L'actualité de l'histoire. Et en vérité, je l'avais connue, j'allais aux séances de l'actualité de l'histoire. Alors l'actualité de l'histoire, c'était un très modeste petit bulletin bleu, hein, et où il publiait les communications qu'on venait faire. C'était un petit cercle d'études, il y avait 30 personnes, mais c'était passionnant parce qu'il y avait des militants qui venaient presque du début, du milieu en tout cas du 19e, presque du début du 20e siècle, je veux dire. Hein. Par exemple, Colette Chambellan était la fille de Chambellan, hein, et Chambellan avait été le grand ami de Monat. Or, Chambellan et Monat, ce sont ceux qui ont fondé le syndicalisme d'Action Directe. Hein. On était presque dedans encore. Et ma première communication de ma vie, je crois, a été faite à l'actualité de l'histoire, à la demande de Métron, et j'avais fait une communication sur l'égalité de Jules Guesde. Jules Guesde avait fait une revue, un journal, qui s'appelait L'Égalité. J'avais trouvé ça formidable. Hein. Et à l'époque, j'étais un peu sectaire. Hein. Quand on est nouveau converti, on est généralement un peu sectaire. Et je préférais Guesde à Jaurès, ce qui est totalement ridicule. Jaurès est autre chose que Guesde. Mais Guesde me paraissait en effet séduisant, rigoureux, etc. Alors, l'actualité de l'histoire est devenue le mouvement social à partir de 1961, et Métron il en était le rédacteur, et c'était très intéressant parce qu'il y avait un regroupement des gens qui venaient de Métron, les vieux militants du mouvement ouvrier, du syndicalisme d'Action Directe, etc., et les jeunes universitaires, élèves de la Brousse, et tout le monde se rejoignait là autour du mouvement social. Alors à partir de ce moment-là, j'ai évidemment régulièrement collaboré avec Jean Métron, et on s'est retrouvés tout le temps dans les réunions du mouvement social. Et puis en 1968, alors je voudrais dire un mot en 1968 qui sera presque ma conclusion si vous voulez. 68, moi j'étais encore assistante à la Sorbonne. Métron avait été nommé maître assistant grâce à la Brousse et Renouvin, bien qu'il n'était pas agrégé, etc. Il y avait plein de problèmes. Ça avait été une véritable bagarre pour, je crois, l'imposer, mais avec la tâche de s'occuper justement du centre d'histoire sociale. Donc, 68, on est tous là, hein, et 68 arrive. Je dois dire que Métron a été très intéressé par 68, mais pas formidablement emballé, n'est-ce pas ? Il avait une certaine réserve devant ce mouvement qui lui paraissait un peu bizarre, un peu farfelu, et il disait, oh, de toute façon, moi maintenant, hein, je suis un peu trop âgé pour m'engager là-dedans. Ceci dit, il était très populaire parmi les étudiants, il les soutenait, mais surtout, ce qui est tout à fait intéressant, il recueillait les documents. On retrouve le Métron, archives, mémoires, il récoltait absolument tout. Il disait, mais dès que vous avez un tract, dès que vous avez une affiche, vous me les donnez, moi je les prends. Et il était ami avec un commissaire complice si on veut, avec un commissaire de police qui lui disait, vous me donnez ce que vous avez, moi je vous donnerai ce que j'ai. Et alors, il a constitué comme ça une formidable documentation qui est déposée évidemment au Centre d'histoire du syndicalisme, et c'est grâce à cela que, quand 68 a été terminé, je termine là-dessus, nous nous sommes dit, nous, c'est-à-dire Jean Métron, Madeleine Reberiou et moi, il faut faire quelque chose dans le mouvement social sur 68. Hein, il faut faire quelque chose. Alors on a décidé qu'on ferait un numéro spécial du mouvement social qu'on a appelé la Sorbonne par elle-même, et où nous publiions les tracts, les affiches, etc. Et là, évidemment, Métron arrivait avec ses dossiers, hein, ouvrait ses dossiers, et on se partageait le travail, évidemment. Et tout l'été 68 s'est passé pour nous à fabriquer ce numéro du mouvement social. Numéro qui n'a pas été si bien accueilli que ça. Hein. On a été un peu déçus, je dois dire. D'une part, les étudiants
trouvaient que nous étions bien rapides à faire un espèce de cercueil, pour eux c'était ça, du mouvement de 68. Ils nous disaient, mais vous mettez déjà ça dans des archives. Hein, et au fond, pour eux, c'était un peu une trahison. Et de ce point de vue-là, on était déçus. Et d'autre part, au comité de rédaction du mouvement social, il y a des professeurs qui ont été scandalisés. Pas la Brousse, évidemment, pas du tout, mais d'autres, qu'on donne ainsi une espèce de caractère officiel, hein, à ce qu'il dit, l'un d'entre eux disait, de la littérature de cabinet. Il trouvait que les tracts et les trucs de 68, c'était vraiment rien du tout. Et il y en a qui ont donné leur démission, un ou deux, pas beaucoup, du comité de rédaction du mouvement social. Par conséquent, vous voyez, notre collaboration, et Jean Métron, au milieu de tout ça, était quelque chose de tout à fait important. Il y a une chose que je voudrais signaler aussi, et qui est un signe des contradictions tout de même que nous ne cessons de vivre à chaque époque, mais qu'on oublie, n'est-ce pas ? Le recul de Métron par rapport à 68, en même temps que sa grande sympathie pour 68, fait qu'il a été chahuté chez lui par un disciple de Guy Debord, qui est situationniste, qui lui reprochait ça, qui lui reprochait de faire du travail universitaire et académique avec de la lave incandescente. Et ce militant, dont j'ai même oublié le nom, peu importe, est venu à Courbevoie, chez Métron, hein, entré chez lui, il a pris sa machine à écrire et il l'a flanqué par la fenêtre. C'est une très grande violence qui a véritablement bouleversé Métron, et à la suite de ça, nous avons été plusieurs, Madeleine Robériot, moi et quelques autres, à écrire un communiqué dans Le Monde pour dire que nous protestions évidemment contre cet acte absolument inconcevable. Voilà, Jean Métron, je vais en rester là, mais naturellement notre collaboration a continué, mais peut-être sur des modes différents, parce que après 68-70, moi j'ai quitté la Sorbonne, je suis allé à Jussieu, je me suis surtout investi dans l'histoire des femmes, peut-être plus que dans l'histoire ouvrière à ce moment-là, tandis que Métron, lui, était pleinement investi dans l'histoire du dictionnaire. Mais pour conclure, je suis vraiment heureuse qu'on soit là, ici, ensemble, à parler du Métron de ces années-là, qui est le Métron fondateur de cet événement, et cet événement qui traversera le temps, qui est le dictionnaire Métron du mouvement ouvrier. Merci. Merci Michel Perrault pour ce superbe cadeau, un itinéraire d'historienne avec donc Labrousse et Métron, de l'histoire ouvrière à l'histoire des femmes, et avec ce clin d'œil à ce numéro 64 du mouvement social, la Sorbonne par elle-même, et ce rappel que le sectarisme est toujours la maladie infantile de l'émancipation. Et souvent, vous avez oublié son nom, on se demande ce qu'il est devenu, celui-là. Peut-être du côté de l'ordre établi. Parce que ma question, c'était pour faire écho comme ça, mais il était prévu que vous fassiez ce que vous avez fait. Mais pour moi, vous y avez répondu en expliquant comment il faut toujours inventer, il faut toujours frayer de nouvelles voies, et c'est ce que toute votre histoire incarne. Parce que c'est cette idée que la domination construit des minorités. Elle a construit et elle construit toujours les femmes en minorité, comme elle a construit et elle construit toujours les ouvriers, les employés, le monde du travail en minorité politique. Je pense à ça parce que grâce à tout ce qu'on a essayé de faire autour du dictionnaire, ma culture est récente, j'ai trouvé, et je l'ai mise dans le Voyage en terre d'espoir, la biographie d'Henri Lefort, figure
éphémère parce qu'il l'a quitté très vite de la Première Internationale à Paris, mais qui était un des préférés de Marx et d'Engels. Et dans le métro en ligne, vous trouvez ce pourquoi le nom de Lefort est resté, au-delà de sa vie elle-même, c'est qu'il fut un des rédacteurs du Manifeste des 60, qui, au mi-temps du XIXe siècle, est le premier texte, justement, où le monde ouvrier demande à être représenté par lui-même, comme le monde des femmes et comme d'autres minorités, à un moment dit « nous voulons nous-mêmes nous réunir entre nous, être représentés par nous-mêmes ». Ce texte que vous trouverez, « Nous ne sommes pas représentés », c'est le refrain de ce texte que beaucoup de minorités construites par la domination, alors qu'elles peuvent être la moitié de l'humanité ou être le groupe social dominant, ne sont pas représentées politiquement. Et pour moi, c'est au cœur de ce que va évoquer sans doute André Burguière, parce que André Burguière, en même temps qu'il est ici, André Burguière publie ce livre-ci, qui fait écho, est-ce que c'est un continent disparu ou non? La gauche va-t-elle disparaître? Et dans lequel il y a un chapitre, sa réponse c'est non. Vous savez, nous avons fait, c'est une petite clin d'œil comme ça, puisque on rit, on a fait parmi les, comme c'est l'anniversaire de Mediapart, on a fait différents trucs, on fait des trucs avec les cheminots, Gare Saint-Lazare, une exposition de photos reportages justement sur cette gare où tout un monde du travail passe. Et le pot organisé par les cheminots pour l'inauguration, c'était au bureau des objets trouvés. Et j'ai trouvé que c'était bon signe parce qu'il y avait un slogan marqué « Tout n'est pas perdu ». Bon, donc contre la professionnalisation de la politique, on est au cœur de comment l'émancipation essaye de donner droit à ce que ceux qui sont opprimés, discriminés, exploités, puissent être aussi au banquet de l'égalité.